il y a quelqu'un un jour qui arrive devant chez toi pour te menacer. Plusieurs personnes, des gros bras là, qui arrivent pour me réclamer de l'argent parce qu'un des franchisés qui s'était lancé chez nous avait visiblement emprunté l'argent nécessaire pour se lancer à des gens peu recommandables qui venaient à mon portail réclamer leur argent. Ah waouh. Ouais, quand même. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Florent Barboteau. Il a créé un réseau qui s'appelle Ewigo où vous pouvez vendre votre voiture hyper facilement. C'est un vrai sujet de vendre sa voiture. À chaque fois, c'est toujours très compliqué. Vous pouvez non seulement la vendre en la déposant comme un dépôt-vente classique, mais vous pouvez aussi la garder, rouler avec. Ils s'occupent de tout. Ils prennent l'argent, ils le séquestrent et jusqu'au jour où ils ont l'acheteur, ils vous disent de venir et vous avez plus qu'à laisser votre voiture. Il va nous expliquer tout ce qu'il a créé. Maintenant, ils sont 700 salariés, 200 points de vente en France. Il a créé ça. On va aussi parler des voitures avec lui de président, avec les options les plus incroyables qui existent. On n'avait pas fait de sujet sur la voiture encore sur Légende. Et on va aussi parler des choses qui sont autorisées par le code de la route, assez incroyables, ou alors des choses qu'on pensait autorisées qui sont interdites. On va en parler dans l'émission. Abonnez-vous avant de commencer si vous avez 30 secondes. Si vous nous écoutez sur YouTube, prenez 30 secondes pour vous abonner. Ça nous sert vraiment. Plus on est nombreux, plus on peut avoir d'invités très différents. On vous met 3 émissions toutes les semaines, le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende. Et on est en podcast audio aussi si vous voulez nous écouter le soir dans le lit, sur la route. Si vous êtes en voiture, en moto, vous pouvez le mettre aussi, l'audio directement. On est sur Spotify, sur Deezer et sur Apple Podcast. On est numéro 1 des podcasts en France. Voilà, donc merci beaucoup pour tout ça. Toute l'équipe vous remercie vraiment. Ça nous fait hyper plaisir de voir vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Et c'est parti maintenant avec Florent de Ewigo sur Légende. On y va. Je m'appelle Florent. Face aux vraies galères de vendre sa voiture entre particuliers d'occasion en France, j'ai monté un réseau de vente qui s'en occupe pour vous. Et je vous explique tout ça sur Légende. C'est vrai que t'as simplifié le truc, parce que vendre une voiture d'occasion, c'est quand même une vraie galère. Vraiment. Non, mais c'est pas pour faire l'émission et dire ça, c'est une vérité. En France, même d'ailleurs partout, vendre une voiture, tu sais jamais à qui tu la vends, comment tu vas toucher de l'argent. En plus, on n'avait pas encore parlé de sujets vraiment sur les voitures. On va aborder ça. Top. On va aborder comment ton parcours. Tu as eu un accident grave, tu vas nous expliquer ça. Yes. En moto. Tu dis que ça fait vraiment partie de ta vie, de ton parcours et tout. Donc on abordera le sujet pour comprendre. Tu as créé cette boîte-là il y a 10 ans, c'est un vrai succès. Il y a 700 personnes qui y travaillent, 200 points de vente en France maintenant, donc c'est devenu vraiment très gros. On va parler des voitures de président, si tu veux bien, tout à l'heure aussi. J'ai pris plein de modèles de voitures. On s'est renseigné pour les options, les trucs incroyables qui existent sur les voitures de président. Bon. Il y en a qui ont des lance-grenades, il y en a qui ont des trucs. Vous allez voir, c'est assez fou. Toi, t'as créé une boîte il y a 10 ans. C'est ça. Et en plus, au-delà de ça, petit aparté, tu es le sosie de Jean Dujardin. C'est pour ça que j'ai ri tout à l'heure. Si jamais vous nous écoutez en podcast audio, allez voir rapidement sur YouTube la vidéo et puis dites-nous en commentaire si oui ou non vous trouvez qu'il y a ça. Non, il y a un vrai avec Jean Dujardin. Arrête. Ah bah, putain, je ne vois plus que ça en fait. Bon, c'est parti. C'est pour ça que tu m'as parlé tout à l'heure. Tu me disais un truc, je sais même plus, un truc pas forcément drôle. Et j'ai commencé à rire. T'as dû te dire, le mec est chelou. C'est ça. C'est parce que j'ai vu cette ressemblance avec Dujardin. Je me suis dit que je t'en parlerai en début d'émission. C'est fait. Bon, tu as créé une société il y a 10 ans. Et c'est tellement chiant, on va dire les choses, de vendre sa voiture d'occasion en France. Yes. Tu as réfléchi à un concept plutôt simple pourtant. Il y a plusieurs concepts même. Donc, ça s'appelle Ewigo, E-W-I-G-O. C'est ça. Je mettrai dans le lien si vous voulez vous renseigner, regardez si vous avez besoin de vendre une bagnole. Acheter une voiture, c'est plutôt simple. Vendre une voiture, c'est plutôt chiant en France. Et tu as fait plusieurs concepts. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais rapidement, en gros, tu as créé plusieurs concepts, dont un qui est d'aller dans une boutique. Et en fait, les gens s'occupent de vendre ta voiture à ta place. C'est ça. Ils font toutes les démarches. Tout. Vous sécurisez l'argent. Exact. Et vous voyez même pas l'acheteur, en fait. Mais vous pouvez continuer d'utiliser votre voiture. C'est ça, merveilleux. Donc effectivement, et puis on trouve l'acheteur qui peut être à l'autre bout de la France. On réalise 80% de nos ventes à distance. On voulait parler de bagnole, on voulait faire une émission sur les voitures et aborder le sujet. Et puis on s'est dit, tiens, mais en fait, tu nous as contacté, on s'est dit, mais attends, le sujet est parfait. Comment ils savent, les gens, quand ils achètent les voitures chez Ewigo, qu'elles sont de bonne qualité, même s'ils les ont pas essayées du coup, tu vois. Ouais. Alors côté acheteur, on essaye tout ça pour eux. C'est-à-dire que on vérifie l'historique, on fait un essai route. Donc toutes ces vérifications sont faites par mes 200 points de vente en France, au bénéfice de l'acheteur futur. À 17 ans, tu vas vivre un accident, on va en parler, qui va t'handicaper. Tu as encore une canne aujourd'hui, tu l'expliques. À 28 ans, tu vas acheter ta première Ferrari. Tu as un parcours, tu t'es fait tout seul en plus. Ah oui, à la force du poignet, ça c'est clair, avec détermination. Tu as eu 3 filles, tu as eu du mal à leur trouver des crèches, du coup tu as monté des crèches aussi à côté. C'est vrai. Aujourd'hui, tu as plus de 700 personnes qui bossent dans le réseau, plus de 20 personnes sur le siège, et donc vous faites, je crois, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est ça? C'est ça, exactement. Félicitations. Merci.
C'est quoi ton but après ? Ce serait quoi la prochaine étape quand on a un groupe comme ça qui grossit si vite ? Oui, alors consolider la France, ajouter des nouvelles activités, tu as commencé à en parler là effectivement, et puis on ne s'interdit pas de regarder à l'international, oui, dans les prochaines années, bien sûr. On va y revenir, juste pour parler de ton parcours. Tes parents bossaient dans la bagnole, rien à voir dans la voiture ? Rien à voir. Alors mon père était entrepreneur, donc forcément il y a un fond. Ma maman était artiste, donc rien à voir. Et mon grand-père maternel était aussi entrepreneur. Donc oui, j'avais une famille d'entrepreneurs autour de moi. Tu voulais jouer, j'avais noté, au rugby à haut niveau. Tu étais capitaine de ton équipe. Tu voulais partir dans le rugby professionnel au départ ? Oui, clairement. Le rugby, c'était les copains, c'était ma vie, le sport, sur les valeurs de solidarité, d'entraide, etc. Capitaine de l'équipe, effectivement. Et puis, il y a un accident de moto qui a décidé d'un destin autre que celui-ci, ouais, très clairement. Tu peux raconter pour comprendre ce qui s'est passé ? Oui. C'était à mes 17 ans. Et puis, j'étais au lycée l'année du bac. Donc, c'était le bac blanc en mars 95. Ça fera, 30 ans pile le mois prochain. Et puis, comme j'avais fini les examens blancs, là, le bac blanc un petit peu plus tôt, j'ai appelé ma maman qui devait venir me chercher. Puis tu sais, à l'époque, il y a 30 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, tout ça. Bon, j'appelle sur le téléphone fixe d'une cabine téléphonique, voilà. Ma maman qui était dans le jardin, normal, n'a pas entendu le téléphone. Bon. Et donc, c'est mon meilleur ami de l'époque, Hervé, qui m'a dit, Florent, si tu veux, je t'emmène derrière ma petite moto, tout ça. Bon. Je savais que je devais pas monter, en fait, qu'il allait m'arriver quelque chose. Tu l'as ressenti avant ? Ah ouais. Il a insisté. Je lui dis, non, t'as pas de casque, tout ça. Il me dit, mais si, je vais en chercher un chez moi, tout ça. Bon. Il est parti chercher le casque. Et puis, pendant qu'il partait chercher le casque, j'appelle une deuxième fois ma mère pour qu'elle vienne me chercher quand même. Tu vois ? J'avais senti qu'il allait m'arriver quelque chose. Et même ma meilleure amie de l'époque, Julie, qui me dit, mais Florent, pourquoi t'appelles ta mère ? Hervé va t'emmener, il t'a dit. Et là, je lui dis, comme je te parle, Julie, je sais qu'il va m'arriver quelque chose. Ouais. Ma mère répond pas, c'est normal, elle est dans le jardin. Puis Hervé revient avec ce fameux deuxième casque. Il me dit, allez Florent, monte derrière moi, tout ça. Puis tu sais comme c'est, au bout d'un moment, ta petite voix, tu dis, allez, Florent, monte, quoi. Voilà, c'est des conneries, ça. Bon, non. Et puis l'accident, je l'ai vu arriver. 200-300 mètres avant, quoi. Voilà. C'est-à-dire ? Alors, moi, j'avais une petite moto de course aussi, j'en faisais beaucoup, j'adorais ça. Une 50 alors une 125 de course, tout ça, j'adorais ça. J'étais fan, mon père qui faisait des courses de moto, c'est pas bien, mais à l'époque, me faisait conduire ses motos, grosses motos, sur la route de campagne. Donc, il m'avait appris les dangers de la route, si tu veux. Et là, on arrivait, le soleil était couchant derrière nous, il y a des voitures qui tournaient au loin. J'étais sûr que, à cause du soleil, elle ne voyait pas arriver. C'était une moto. Bon, puis on roulait vite, trop vite, plus de 120 à l'heure, tu vois. Bon, bref. Et j'ai vu l'accident arriver. Je lui ai même tapé sur le casque pour qu'il freine. Bon, au lieu de freiner, il a accéléré. Bref, on est arrivé, la voiture a tourné, boum. Accident. La voiture a tourné devant vous ? Ouais, elle nous a coupé la route, tu vois. Bon, j'ai perdu le casque en route. Bon, catastrophe. J'étais assez gaillard à l'époque, grâce au rugby, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Mais je me réveille, je sais pas, t'as vu le film Passion de Grand Corps Malade ? Non. Tu ouvres les yeux, tu vois le plafond, tu vois, puis tu bouges plus. Voilà. C'est ça. Ah, waouh. À 17 ans. À 17 ans ? Ouais. Et ton ami ? Mon ami a eu une jambe cassée. Et c'est plus mon ami. Voilà, j'avais besoin de lui. Tu te marres, ça. Je comprends. Ouais. Attends, tu comprends parce que l'histoire est celle-ci, tu vois. C'est-à-dire voilà. que au moment où j'ai le plus besoin de lui, clairement, il a pas été présent. Ouais. Après, tu veux dire ? Ouais, après, ouais. Il m'a laissé tomber. Ouais. J'ai été longtemps à l'hôpital, centre de rééducation. Bon. T'as fait combien de temps quand tu te réveilles tu restes combien de temps dans ce lit ? Ouais, alors même avant ça, si tu veux. Les médecins vont annoncer 2 fois à mes parents que je suis décédé. Enfin, ça me renvoie quelque chose de terrible. Je suis papa de filles qui, pour les plus grandes, ont 17 ans, l'âge que j'avais. Ah oui, pile poil. Ah ouais. Et Guillaume, je me dis, c'est presque inhumain que ça arrive à des parents. Tu vois, j'avais l'âge de mes filles à l'époque. Bon, donc 2 fois, ouais, ils annoncent à mes parents que je suis décédé, puis je reviens. Voilà, 2 fois, assez déterminé à vivre visiblement, tu vois. T'en fous. Ouais, vraiment. Et puis, tu te réveilles du coma. Je me réveille du coma. Et tu fais combien de temps de coma ? Quelques jours. Et quand j'ouvre les yeux, les médecins m'expliquent tes rêves de rugby t'oublient, tes rêves de vie un peu tout court t'oublient aussi.
parce que tu as été touché à la moelle épinière, Ah là là. tu es paraplégique, plus jamais tu remarcheras de ta vie. C'est ça le réveil. Putain. Bon, premier réflexe, tu dis rendormez-moi. Hein. C'est bon, je veux pas ça. Je veux pas. Et puis, voilà, après, tu fais face, quoi. Donc, pour répondre à ta question, suite à ça, j'ai passé presque 1 an, en fait, en centre de rééducation. Ouais. Donc l'école, le bac, tu le passes pas? T'oublies. Ouais. T'oublies, je l'ai passé plus tard. Candidat libre, tout ça, mais ouais. Enfin, de toute façon, c'est plus ta vie, ça. Ouais. Y a la vie d'avant, t'as la vie d'après, en fait. Et t'es obligé, comme ça, de tout adapter, en fait. Tout revoir tes plans. Tout, à 17 ans. Ouais. Et puis, du coup, 1 an en centre de rééducation, là, ça t'apprend la dignité, ça t'apprend plein de choses. Hein. Tu mets tout ça de côté, tu vois. La pudeur. Et tu bouges plus. Donc, comme dans le film de Grand Corps Malade, hein, Passion. C'est-à-dire qu'on te nettoie, on te machin, ouais, tu peux plus rien faire tout seul. Lave, pareil pour les besoins. Voilà, c'est... Et puis ta journée, tu la passes à écouter les infos en boucle sur France Info, les magnifiques produits sur M6 Boutique. En fait, tu rigoles. J'aimerais t'y voir. Ouais, T'en peux plus. putain, ouais. T'en peux plus. C'est comme ça. Il n'y avait pas Netflix encore. Tu n'avais même pas de série, tu peux regarder un peu. Mais presque heureusement, tu vois, parce que ça aurait été une porte ouverte sur un échappatoire, machin. Ouais, c'est ça. Bah oui. Moi, j'ai vu des gens rester dans ce centre de rééducation trop longtemps. Des années. 5 ans, 10 ans. Ça fait peur après de sortir. Tu sais, dans la vie valide, là-bas, tout est bienveillant, tout est adapté, en fait. Ça fait peur de sortir. Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis sorti trop tôt, d'ailleurs. Hein, un peu contre l'avis des médecins. Parce que j'avais peur de ça, justement. Attends, et comment ils te disent donc, que tu n'avais plus l'usage de tes jambes, quand tu te réveilles, tu sens plus tes jambes du tout? Ouais. Comment ça revient? On n'a jamais trop entendu ça. C'est rare. C'est rare. Surtout que, à l'époque, bon, je te replace ça dans le contexte, il y a 30 ans, les kinés, médecins, tous me disaient n'espère pas, Florent, arrête d'espérer, tu ne remarcheras pas. Voilà. Et moi, invariablement, je disais si, je serai debout un jour, en fait. Donc, plutôt que d'avoir des divertissements, type ce que tu évoquais, Netflix, tout ça, je me suis concentré, donc au-delà des soins que je t'évoquais, toutes mes autres heures par jour, 5 heures, 7 heures, 10 heures, je regardais mes jambes immobiles dans le lit et je leur disais bouge, 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 bouge. Je faisais que ça. Puis un jour, tu as mon orteil droit là qui bouge de 5 mm. Je dis tu vois Florent, c'est bon, tu seras debout. Ouais. Voilà. Donc beaucoup de souffrance, beaucoup d'efforts, mais je suis debout. Avec une canne, c'est vrai. Ouais, je suis debout, ouais. Tu as cette canne et tu remarches au bout d'1 an, juste avec une canne, normalement? Ça a été progressif, d'abord 2 cannes, puis une canne, etc. Ouais. Et puis après, je sors du centre de rééducation, un peu trop tôt selon l'avis des médecins, mais je voulais vraiment affronter à nouveau, tu vois, la vie active, la vie valide, voilà. Puis les galères sont pas finies. Tu vois, chez mes parents, c'est pas adapté. Donc, ah ouais. Non, tu prévois pas ça. Donc je dors dans le salon, dans un clic-clac. Les rares fois où j'accède à ma chambre qui est à l'étage, c'est mon papa qui me porte. Bon, c'est compliqué, tu vois. Ça a touché tout le monde. Mes parents, mon petit frère. Ça éclabousse tout le monde. Tu peux refaire du sport aujourd'hui, ne serait-ce que pour le haut et le bas, muscler tes jambes avec des exercices, machin? C'est assez compliqué, on va dire. Ouais. Neurologiquement, et musculairement, c'est assez compliqué. Ouais. Parce que la rééducation, c'est ça, c'est se remuscler avec des appareils, c'est ça en gros? Alors, il y a de ça, c'est vrai, mais là, tu touches à la neurologie, aux neurosciences, c'est même réapprendre à marcher. C'est fou le cerveau, hein. Mais quand il t'arrive ça, tu ne sais plus marcher. Tu dois réapprendre. Donc moi, typiquement, quand je marche, je dois réfléchir à chacun de mes pas, tu vois. Je le fais de manière consciente maintenant. Pareil, ton idée de business, comment tu vas l'avoir? Juste pour comprendre, tes parents vont se séparer après, là, pour le parcours. Ouais. Tu te sens responsable au moment où tu as ton accident et tu te dis, tiens, c'est peut-être à cause de moi, j'aurais rendu la vie difficile. Est-ce qu'il y a ce sentiment ou pas du tout? Ouais, disons que un tel drame, quand ça arrive à un enfant si jeune, je pense que soit ça soude une famille, soit ça l'explose. Il n'y a pas d'entre les deux, tu vois. Donc il y avait un fond entre mes parents, qui sont très pudiques, j'ai jamais eu les détails, si tu veux. Ça n'allait peut-être pas déjà bien à l'époque.
Mais tout ça a précipité les choses, surtout qu'à un moment donné, mon père a même reproché à ma mère l'accident. Tu sais, le fait qu'elle n'ait pas entendu le téléphone, mais il y est pour rien, en fait. Ouais. Et je comprends aussi la peine extrême de mon père. Bon, c'est très dur à vivre, si tu veux, Guillaume. Hein. Donc, je comprends tout ça. Donc, ça a précipité tout ça. Ils ont divorcé. Je m'en sens en partie responsable de ce fait-là, clairement. Tu disais que ton pote t'avait un peu laissé tomber, Ouais. celui qui conduisait la moto. Est-ce que tu as eu une discussion avec la personne qui conduisait la voiture? Est-ce qu'elle était en tort ou est-ce que c'était vous qui rouliez trop vite? Oui, alors... Qui était en faute? Au sens, j'imagine, du code de la route, c'est la voiture. Qui est en tort? Ouais, qui est en tort. Ah, maintenant, on roulait extrêmement vite, c'est évident. Et puis... Écoute, moi je suis comme ça. J'ai eu les coordonnées de cette conductrice de voiture. Dans le dossier d'assurance, tout ça. Puis je vivais dans un petit village. Elle est du village, 5000 habitants, région parisienne, dans la vallée de Chevreuse. Tout le monde se connaît un peu, tu vois. Tu la connaissais pas? Non, mais par personne interposée, un peu. Je voyais parfaitement où elle habitait, etc. Cette personne-là, quand j'ai été debout avec mes béquilles, vers 20-21 ans... 4 ans plus tard, ouais. Ouais. Je suis allé sonner chez elle, en fait. Ouais. Je suis allé sonner chez elle... parce que je voulais pas qu'elle vive avec ça sur le cœur, en fait. J'ai appris qu'elle était mère de famille, tout ça, et je voulais pas ça. Elle n'avait pas essayé de te contacter? Non. Trop dur, je pense. Ouais. Donc, je suis allé chez elle, j'ai sonné, elle a ouvert, là, dans l'encadrement de sa porte. Il y a ses enfants derrière qui disaient « C'est qui, maman? C'est qui, maman ?» Elle a vu mes béquilles, elle a compris tout de suite, en fait. Donc, elle a commencé à être très émue. Puis, elle savait pas quoi, tu vois. Et je lui dis, je suis Florent. Elle me dit, ouais, j'ai compris. Et elle me dit, je lui dis, je suis venu juste pour vous dire que je vous en veux pas, en fait, de l'accident. Et elle a commencé à pleurer, elle a dit merci. Ah, wow. Et je suis parti, voilà. Je voulais pas qu'elle vive avec ça sur le cœur. C'est tout? Ouais, c'est tout. C'est tout. Je suis comme ça. C'est incroyable. Ouais. Et tu lui en veux pas? Non. Non, c'est pas de sa faute. Enfin, je vais même plus loin. Oui, bien sûr, je suis passé par toutes ces phases-là, de colère, d'incompréhension. Pourquoi moi, gentil garçon, réussite dans le sport, les études, tout ça, pourquoi en fait? Les années passant, je sais que je n'aurais pas eu cette vie merveilleuse aujourd'hui sans l'accident. Je sais ça. Je l'ai compris. Parce que ça a permis plein de choses, de détermination, de challenge, etc., dont on parlera peut-être. Et je sais, j'y suis pas encore, mais qu'à la fin de ma vie, Guillaume, j'en arriverai même à remercier l'accident de m'avoir permis d'avoir cette vie merveilleuse, grâce à ça. Tu dis que tu n'as pas écouté ta petite voix intérieure. Ouais. C'est vrai qu'on a tous une intuition. Ouais. On ressent les trucs souvent. On se dit, tiens, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parfois, on se trompe. Hein. Ça arrive de se tromper. La preuve, tu as eu l'intuition, mais tu n'as pas accepté. De pas l'écouter. Ouais, est-ce que parfois, on se trompe dans son intuition? Est-ce que parfois, possible aussi? Alors... Tu sauras jamais, parce qu'en fait, t'as pas le plan A et le plan B, tu vois. Mais aujourd'hui, fort de cet exemple-là et de plein d'autres dans ma vie, personnelle, professionnelle, etc., ouais, je sais qu'il faut écouter ses intuitions. C'est un mélange d'inconscient qui te protège, en fait. C'est inné, c'est en nous. C'est presque animal, tu vois. Ouais, c'est fou. Hein. Mon métro de costumes, d'habits, tout ça, et on s'écoute pas, en fait. Alors que ton inconscient te protège, en fait. Donc moi, depuis ce jour-là, j'écoute mes intuitions. Cette petite voix, tu sais, on s'est dit tellement de fois, je le savais. Je le savais. Je l'ai dit combien de fois? 10 fois, 100 fois, trop en fait. Bien sûr qu'il faut écouter son intuition. Dans le boulot aussi? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ces intuitions, il faut les écouter. Ouais. On va parler de ta vie pro, école de commerce en Normandie, t'enchaînes avec un MBA en Angleterre. C'est finance internationale, tu vas faire, c'est ça. Ensuite, tu vas devenir commissaire au compte dans une grande entreprise, c'est la PMG, voilà, pour comprendre le cursus. Et après, comment tu vas avoir cette idée de créer. C'est intéressant de montrer les chefs d'entreprise qui ont une idée, qui voient un problème dans la société. C'est quand même une grosse galère de vendre sa bagnole, et comment tu vas arriver à créer le truc et tout ça. Donc, on va y arriver. Impec. Tu t'as dit que tu voulais évoluer, mais qu'on t'a refusé de monter dans la hiérarchie d'ailleurs à des moments à cause de ton handicap. Ça, tu l'as vécu? Ouais. Alors, je l'ai vécu effectivement dans les 2 différentes sociétés dans lesquelles j'ai été salarié, KPMG puis Groupe Accor. Ou alors attention, hein, autre temps, autre mœurs, qu'on soit bien clair. Mais
j'ai clairement ressenti que je touchais un plafond de verre en termes d'évolution managériale, etc. Donc, dans ces moments-là, j'ai quitté ces sociétés-là. Et puis, c'est là où j'ai eu le déclic, en fait, de me dire, j'avais 25 ans, quelque chose comme ça, je ne vais pas faire toute ma vie comme ça, à cause de mon handicap, à me refuser des promotions. Donc, il faut que je monte mes boîtes, en fait. Il faut que je sois maître de mon destin, moi. La société a évolué sur le handicap, d'après toi, depuis ces années-là? Oui, ça fait 30 ans, effectivement. Trop lentement, je trouve. Trop lentement. C'est compliqué, tu sais. Voilà, des immeubles sans ascenseur, il y en a encore trop. Bon, après, je comprends, hein, c'est pas simple de tout changer. Hein. Des trottoirs trop hauts, je parle pas que de moi, je parle de toutes les personnes en situation de handicap. Je te donne un exemple tout bête. Je marche lentement avec ma canne, je suis debout, mais je marche lentement. C'est une vraie épreuve pour moi quand je suis un passage piéton. Et pourtant, pour toi, c'est d'une banalité affligeante, un passage piéton. Il arrive que, et je comprends que ça soit comme ça, parfois, j'ai pas assez le temps pour traverser, tu vois, parce que je marche lentement, au feu vert. Puis les voitures, elles démarrent quand même. Tu vois, tout ça, c'est compliqué. Ouais, tu sens que t'as un peu la pression, comme les papis et les mamies, hein, qui traversent très bien. Voilà, c'est ça. Alors que d'autres pays, tu parles des papis, des mamies, prennent soin, en fait, des seniors et des personnes en situation de handicap qui sont fragiles. Tu vois ce que je veux dire? Comme le Portugal, d'autres pays. J'ai voyagé dans des pays beaucoup plus bienveillants par rapport à ça. Pas toujours très bienveillant en France. Hein. Les gens, entre eux, il y a un peu de tension, surtout sur l'Île-de-France, plus qu'ailleurs, je trouve. Oui, après, je comprends. Les gens sont stressés, c'est un environnement stressant, etc. Mais moi, je constate que les gens, ils sont sensibles quand, surtout dans leur entourage, quelqu'un a connu ça, en fait. On y devient sensible pour ça. C'est dommage, ça devrait être plus large que ça. En 2003 jusqu'en 2010, tu vas diriger une société d'informatique. C'est toi qui vas la monter ou tu vas avec des associés, ouais. À plusieurs? Ouais, ouais. Vous allez être 500, puis 1200 salariés, donc très grosse boîte. Tu vas y arriver assez rapidement. Oui, t'as pas trop d'échecs? Quelques années. Alors des échecs, j'en ai plein, attention. Hein. Voilà, on parle que des succès. Oui, mais c'était une phase d'hypercroissance en quelques années, beaucoup d'acquisitions, de croissance externe, etc. Beaucoup de problématiques à gérer, hein, avec 1200 salariés, ça c'est sûr. Tu vas raconter, tu étais en salle de trading, etc., machin, et ensuite on va arriver à ta boîte actuelle, mais tu vas vendre celle-là parce que tu vas divorcer. Tu vas la vendre, pourquoi d'ailleurs? Tu divorces, tu as besoin d'argent? Non, alors argent, non, c'est pas le sujet, j'ai besoin de temps, en fait. Tu as le curseur temps, tu as le curseur argent. Bon. Je subis un divorce et je dois obtenir la garde de mes filles. D'abord garde alternée, puis garde totale. T'as des jumelles? Ouais, des jumelles et puis une plus jeune, voilà, qui aujourd'hui ont 17 et 15 ans. Donc j'ai 3 filles, je dois obtenir leur garde. Et du coup, clairement, il faut que je me libère du temps, de lever le pied sur mes affaires. Donc là, le choix se pose même pas. Je suis entrepreneur et passionné de l'entrepreneuriat, je suis un papa avant tout. Donc je vends ma société. Et à qui? Mon principal concurrent. Ouais, putain, c'est ça. Ouais, c'est la vie. Douloureux. C'est des affaires. Ce n'est que du business. Ouais, c'est vrai. L'essentiel, c'est la famille. Pour moi. Hein. Pour moi. Et donc, c'est toi qui vas avoir la garde de tes 3 filles? Tout seul? Alors, au début, alterné, et après, total, effectivement. Ouais. T'élèves 3 filles? Ouais, c'est ça. Ça doit être fatigant d'élever 3 enfants tout seul. C'est vraiment du boulot. Et respect pour tous les papas et les mamans qui arrivent à élever des enfants seuls. Hein. C'est un boulot énorme, surtout des jumeaux. Oui. C'est la hantise de certaines personnes d'avoir des jumeaux et c'est le rêve de d'autres. Ouais. Moi, par exemple, c'est mon rêve d'avoir des jumeaux ou des jumelles, c'est génial, mais je crois que c'est beaucoup plus de boulot parce qu'il faut gérer 2 enfants qu'on faim, qu'on se fasse. Oui, de biberons, de couches, tout ça. Puis avec 3 enfants très proches, à moins de 2 ans, 3 enfants en couche, donc c'était du boulot. Ouais. Tu vas créer des crèches à ce moment-là parce que, pourquoi exactement? Puis après, on va parler d'Ewigo, mais pour comprendre pourquoi tu crées des crèches. Oui, alors... Parce que je suis confronté justement à cette problématique-là. Tu crées une entreprise à partir du moment où il y a un besoin client, quoi. Hein. Donc, papa de jumelles, je commence à prendre mon téléphone et à passer des coups de fil pour des places en crèche. Déjà, on me répond, monsieur, vous vous rendez pas compte, faut s'y prendre à l'avance, etc. Au début, j'ose même pas dire que c'est pour des jumelles, tu vois. Je dis, c'est pour une place en crèche. Bon, faut s'y prendre à l'avance, vous vous rendez pas compte. Bon, on va peut-être trouver une place. Et puis, quand je commence à dire, au fait, je vous ai pas dit, mais c'est des jumelles, il me faut 2 places. Là, raccroche au nez. C'est du vécu, je te jure. Je me dis, là, il y a un vrai job à faire. Franchement, à chaque fois, on parle des problèmes dans le business et des manques qu'il y a dans la société. Il y a un énorme problème de crèche en France. C'est ça. Tous les parents le savent, c'est impossible de trouver des places, c'est une galère. C'est ça. Pourquoi? Alors qu'il y a plein de gens qui cherchent du boulot, il faudrait créer plus de crèches, quoi. Mais tu prêches un converti. Donc, du coup, avec la maman de mes filles, on a créé ces crèches ensemble, effectivement, où ça partait de là, de ce gros besoin. Et puis, c'était des crèches où
J'avais envie aussi de rendre ce que la vie m'avait donné. Donc du coup, c'était des crèches bilingues. J'avais bien vu, en étant étudiant en Angleterre, que l'anglais, c'est pas forcément la langue préférée des Français, mais ô combien nécessaire. Donc c'était des crèches bilingues, éco-responsables, nourriture bio. On redonnait une partie des bénéfices à des associations locales. Et puis surtout, ça me tenait beaucoup à cœur, on réservait une place dans chaque crèche à l'accueil d'un enfant merveilleux. Merveilleux, c'est nos cousins canadiens qui utilisent ce terme bien plus joli, je trouve, pour parler d'enfants handicapés, en fait. D'accord. Voilà. Et ça, tu vois, Guillaume, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs professionnels. C'est quand j'ai accueilli un couple de parents d'un enfant merveilleux, qui était en pleurs dans mes bras en me remerciant parce qu'on accueillait leur enfant. Parce qu'ils ne trouvaient pas de place. Ils venaient d'essuyer 5 refus, en fait, ouais. À cause de ça. Tu vois. Un peu d'humanité, bon sang, dans notre société. Ça ferait du bien. Ça manque, hein. Ah, terriblement. C'est pour ça qu'on fait ce programme aussi, c'est pour l'humanité, c'est derrière l'humain, c'est comprendre les gens derrière les personnages publics ou derrière les histoires incroyables. Voilà. 45%, j'ai noté, pour voir les statistiques des mariages et des divorces avant de continuer l'histoire, mais 45% des mariages se finissent par un divorce en France, cette année. En France, je ne parle pas dans les autres pays, ça peut être différent, mais voilà, 45%, donc c'est quasiment un mariage sur deux qui finit en divorce. Et 75% des demandes de divorce, c'est les femmes qui font les demandes de divorce. Okay. Plus que c'est à 3/4 quand même, donc il y a une vraie différence qui a d'ailleurs augmenté petit à petit. Est-ce qu'il faut mieux divorcer rapidement quand un couple va mal ou il faut essayer de rattraper le truc quand il y a des enfants, tu vois? Mon point de vue, mais ce n'est que mon point de vue, au-delà de ces tristes chiffres et tristes réalités, bien sûr, il faut se battre pour son couple et sa famille jusqu'au moment, comme tu dis, ça touche les enfants. Quand ça commence à toucher les enfants, c'est bien mieux de se séparer, je pense. Après, s'il y a une petite lueur d'espoir dans tes statistiques-là, 75%, tu disais 3/4, c'est beaucoup par des femmes. C'est peut-être aussi, et ça serait une bonne nouvelle, qu'elles ont de plus en plus les moyens aussi financièrement, tu sais, de prendre leur indépendance, bonne nouvelle, et puis aussi parfois de se sortir de situations délicates. Ouais, voilà. Bien sûr. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, clairement. À 28 ans, tu vas t'acheter une Ferrari. Alors, tu n'as pas encore monté Ouigo. Comment c'est grâce à la vente de ta boîte d'avant, tu avais gagné un peu d'argent? Oui, et entre autres, tu sais, je travaille dans la finance, beaucoup d'argent, je gagnais 300 000 € à l'année, tu vois, à cet âge-là. Ouais. À 28 piges? Ouais, donc je m'étais battu pour tout ça. Ouais. Des études en Angleterre, prestige, etc. Donc oui, je m'étais battu pour ça. Et à 28 ans, je m'achète ma première Ferrari. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? Voilà, Guillaume, 28 ans, une Ferrari, en plus, c'était la première importée de France, ce modèle-là. Une 430 cabriolet, tout le cérémonial, tu sais, dans la concession Ferrari, avec le drap, tout ça. Enfin, à 28 ans, t'as réussi ta vie. J'ai un de mes meilleurs amis, il est pilote aux 24 heures du Mans, donc il m'entraîne tous les week-ends sur circuit. Ça y est, j'ai 28 ans, ma Ferrari, j'ai réussi ma vie. Tu penses toujours ça aujourd'hui, à 47 ans? Pas du tout. Alors, pas du tout. Ah ouais? Non, pas du tout. Tu te rends compte que c'est pas ça le bonheur? C'est pas ça l'essentiel, mais du tout. Ça t'a donné du bonheur le moment où tu l'as acheté. Oui, évidemment. Renier le passé, mais pas du tout, voilà. Mais en fait, tu te rends compte que le vrai bonheur... en tout cas, il est plus là. Maison. Voilà, c'est ça. La voiture, c'est un symbole de réussite pour beaucoup de Français. Ouais. On le sait, c'est agréable aussi. C'est un signe extérieur de richesse, tout le monde dit, etc. Après, ça veut rien dire. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont une toute petite voiture. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont une très grosse voiture. C'est un peu mélangé, surtout avec le système de leasing. Vous pouvez louer une voiture chaque mois et vous payez une voiture de vos rêves en ayant un petit loyer, un loyer moyen chaque mois. Oui. Ça permet d'avoir des plus grosses voitures qu'on aurait pu acheter cash. Toi, tu vois arriver des gens qui se sont justement qui ont acheté des voitures trop chères pour eux, qui n'arrivent pas à les entretenir. Et typiquement, qui n'arrivent même pas à les payer dans ce système de leasing et qu'on accompagne, mais c'est une bonne nouvelle pour eux, à les vendre en cours de leasing. Ça, c'est possible et peu de personnes le savent. Mais voilà, ils ne restent pas enfermés dans leur leasing. On a capacité à les aider à sortir de cette ornière financière dans laquelle ils se sont mis. Ouais. En 2013, tu vas vendre ta Ferrari. Tu vas pas la garder très longtemps, finalement. Ouais, alors quand même. Ouais. Si. En fait, je suis devenu papa de jumelles. Donc, comme je te disais, je tournais sur circuit. Là, j'ai clairement plus du tout le temps de tourner sur circuit. Donc, je la mets en vente, effectivement. Et là, si tu veux, je vais voir mon concessionnaire qui me l'avait vendu fort cher, plus de 250 000 € quelques années avant. Ouais, quand même. C'est un appartement ou une maison. Là, surtout à l'époque. Je dirais en valeur de l'époque, vraiment. Et puis, je l'avais acheté ce prix-là et il m'en propose à peine 80 000. Tu vois ? Bon,
Je me suis mis spontanément à parler bilingue italien, mais des noms d'oiseaux, tu vois, un peu à l'insulter comme ça. Je dis, c'est pas normal. Il me dit, c'est les affaires. Bon. Donc, comme je me croyais plus malin qu'un autre, je dis, je vais la vendre par moi-même, entre particuliers, tu sais, sur la centrale. Le Bon Coin, toutes les particuliers à particuliers, PAP, machin. J'ai retiré l'annonce au bout de 2-3 jours, en fait. Pourquoi ? Entre les, ouais, monsieur, t'acceptes le cash ? Ben non. Ou il fait beau, est-ce qu'on peut l'essayer, faire un tour de manège ? Bah non, pas possible. Ou il y en a plein qui essayent d'appeler pour faire des tours. Ah oui, évidemment. Ou 23h, rendez-vous au sous-sol d'un parking. Bon, tu sens le truc quand même. Donc je retire l'annonce. Et parmi tous ces appels-là farfelus, un appel m'avait paru sérieux. C'était effectivement cette enseigne-là qui me proposait de vendre ma voiture à ma place. C'était quoi, Transac Auto, c'est ça ? C'est ça. Donc je suis allé les voir. 2 frères qui avaient ça, Michael et Teddy. Je suis allé les voir. J'ai mis en vente ma voiture. Écoute, ça s'est bien passé dans les meilleures conditions, de temps, de prix, etc. J'ai découvert ce service-là. Alors, ils avaient monté ça sur Paris. Ils avaient un point de vente et c'était super, à la force du poignet, etc. J'étais très admiratif de ça. Ils venaient d'un milieu plus populaire que moi, qui avait été bercé par l'entrepreneuriat, tout ça. Et vraiment, je trouvais leur idée top. Donc, au fur et à mesure, puis ma passion, c'est l'automobile. Donc, on s'est vraiment liés de copinage, d'amitié, etc. Et je leur ai dit, mais votre idée, elle est trop bonne. Il faut la développer, mais plus que ça. Ils étaient un point de vente sur Paris, spécialisés plutôt dans les voitures de luxe, tu vois, des clients qui avaient beaucoup de moyens, tout ça, comme ma Ferrari, par exemple. J'ai dit, il faut déployer ça nationalement et pour les voitures de monsieur et madame du quotidien, de tout le monde. OK. Donc, on s'est associés pour monter un réseau de franchises à l'époque qui a connu des belles années, puisqu'en les accompagnant, on est monté à 10, 20, 30 points de vente. Ça a été une vraie réussite les premières années. Après, comme parfois l'association, des divergences de points de vue sont apparues, en fait. Comme je te le disais, moi, je viens d'un environnement business avec des gros chiffres à chaque fois, vu mon parcours entrepreneurial. Et eux, venant d'un milieu plus populaire, étaient moins habitués à ça. Donc, quand il fallait, par exemple, investir des nouvelles équipes, embaucher, ça leur faisait peur. À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends. Avec le recul, ça leur a donné le vertige. Je te donne un exemple concret. Pour être visible, il faut exposer sur des salons professionnels. Bon, quand je leur disais il faut investir 30 000 € dans un salon professionnel, ils me prenaient pour un fou. Ils me disaient, Florent, mais non, c'est beaucoup d'argent, tout ça. Moi, mes boîtes d'avant, sur un salon professionnel, c'était 300 000 €, tu vois. Donc, je ne comprenais pas qu'ils me disent non pour 30 000. J'étais frustré. Et eux ne comprenaient pas que je veuille investir autant. Ils voyaient ça comme une dépense somptuaire. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que ça leur ait donné le vertige. Mais, comme on n'était plus d'accord, puis ça commence à se sentir. Nos franchisés le sentaient, nos clients le sentaient. Comme un couple dont on parlait tout à l'heure, vaut mieux se séparer au bout d'un moment. Bon, j'ai même un seul franchisé qui m'a rejoint, en fait, à l'époque. Mais j'ai tout redémarré de zéro. Ce franchisé était ensuite pendant 10 ans mon directeur général, donc tu vois, quelqu'un de très loyal. Bon. Mais je comprends que ça lui aurait fait du mal à l'époque. Tu sais, il me perdait moi déjà quand j'ai quitté l'association et je faisais tout le développement pour le réseau. Après, ils ont perdu mon franchisé qui est devenu mon DG. Plusieurs. Parce que tu crées en fait direct Ewigo de ton côté. C'est ça, exactement. Ouais, sur le même métier. Donc ils m'ont en face en tant que concurrent. Ah waouh. Et comme des franchisés m'avaient suivi pour mon mode de fonctionnement, etc. Plusieurs ont repris leur indépendance aussi. Donc ça a été un coup dur pour eux. Et je le comprends avec le recul aujourd'hui. Tu vas lancer, ça va marcher tout de suite, ça galère au début, comment ça se passe ? Non, alors effectivement, je repars de zéro, donc je réécris tout, le manuel opérationnel, je recrute des équipes compétentes en vente automobile. Moi, mon métier, c'est de développer le réseau, de trouver des nouveaux franchisés. Voilà, et ça se passe bien. Je commence à acquérir mes premiers franchisés. Tu pars petit, dans un petit... Ah oui, alors là, 35 mètres carrés. 35 mètres carrés, plus des bureaux au fond d'une cour, tout petit bureau où il faut baisser la tête quand tu rentres pour pas te taper la tête au plafond, tu vois, tellement c'est bas le plafond. C'est vraiment l'esprit start-up, tu vois. D'accord. Donc tu pars vraiment... OK. De zéro. Tu vas lancer quel produit au départ ? Juste le fait d'aider les gens ou c'est un dépôt-vente ? Parce qu'en fait, tu fais plusieurs trucs aujourd'hui. Oui. Soit vous laissez votre voiture en dépôt-vente, il y a un gros système de franchise qui vérifie que les bagnoles, il y a un bon historique, que ça soit bien... Il n'y a pas eu de changement de pièce, de malin, un truc, c'est bien les kilométrages, donc c'est carré. Et aussi, tu peux garder ta voiture, vous pouvez garder votre voiture, vous allez juste là-bas et ils vont mettre les annonces à votre place, en gros. Ils vont séquestrer l'argent avec un compte séquestre du vendeur, de l'acheteur, pardon. Et comme ça, vous donnez votre voiture. Juste le jour où c'est vendu, vous pouvez continuer de l'utiliser parce qu'il y a toujours cette période un peu bâtarde entre le moment où tu vends ta voiture et où on t'achète.
où tu te retrouves un peu sans voiture, où il y a toujours une période un peu compliquée. Parfois, les voitures ne sont pas livrées à temps, enfin, c'est une galère. Tu as raison. Donc, tu lances quel système au départ? Alors, au départ, ce système sans le dépôt-vente, c'est-à-dire que c'est comme une agence immobilière, vraiment, c'est 50-70 mètres carrés en centre-ville. On s'occupe de la transaction, comme tu viens de le dire, mais le client repart systématiquement avec son véhicule, on n'a pas la place pour le stocker. Ah oui. Ça, c'est le format de départ. Au fur et à mesure des années... Qui marche bien déjà? Ah oui, qui marche très bien, effectivement. Après, on s'est J'avais jamais entendu, moi, pardon. Je t'en prie. J'avais jamais entendu. Ben oui. Je connaissais pas. Tu m'avais jamais invité en même temps. Ouais. Non, mais j'avais jamais entendu. Et c'est un truc vraiment, je vois tout le monde autour de moi à chaque fois. Tiens, comment on vend? On sait même pas les papiers qu'il faut regarder sur Internet. C'est un peu une galère. Compliqué. Et tu sais jamais si c'est un vrai chèque, faut demander un chèque de banque. Enfin, c'est très compliqué. Tiens, il y a une étude de la DGCCRF en 2018 qui a établi que dans plus de la moitié des ventes entre particuliers, il y a des erreurs et des fraudes. Plus de la moitié. Voilà, on vient contrecarrer tout ça, on vient sécuriser tout ça. J'avais acheté une moto il y a quelques années. Le mec avait vendu sa moto d'avant à quelqu'un sur le Bon Coin, enfin sur un site équivalent. Et en fait, il a donné les clés, le mec a fait un tour de la rue, puis il n'est jamais revenu, en fait. Et ouais. Et c'est un vrai problème. Et du coup, il m'a fait essayer sa moto sur un circuit de karting. Il a donné 100 balles au mec. Oui, c'est ça. Et il a dit, est-ce qu'on peut faire juste 2 tours? On ferme le portail. Monsieur essaye la moto. C'est ça. Il a fermé le portail. C'est ça. Et il m'a donné les clés, j'ai fait le tour de la... Ça, c'est pas banal. C'est pas con, hein. Et ben, on t'évite tout ça, tu vois, ça, de faire de la moto sur un circuit de karting. Non, mais ça marche aussi, mais... Oui, c'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué. Hein. C'est juste une galère, quoi. Donc, nos clients nous délèguent tout ça. À la demande de nos clients, sur du dépôt-vente physique, on a construit ensuite un modèle concession, c'est-à-dire beaucoup plus grand hors des centres-villes, et avec un parc pour accueillir les voitures en dépôt-vente. Et enfin, ce qu'on appelle le pôle automobile, où on vient en plus des Ouigo ventes automobiles, additionner d'autres marques que j'ai créées, sur du vitrage automobile ou d'autres. Donc là, un lieu où le client trouve tous les services autour d'automobile. T'as fait iWiglass, donc ouais, c'est ça, type Carglass. Ouais, voilà, mais c'est bien, tu reprends les idées et puis tu les développes dans ton groupe. Et d'autres. Ouais. Si on vend notre voiture sur iWigo, qu'est-ce qu'on gagne en fait? C'est quoi les avantages et combien ça coûte? Alors nous, on va se rémunérer sur la différence du prix marché entre particuliers et marché professionnel. Donc on prend des honoraires sur cette différence-là, en plus au pourcentage. Donc plus on vend la voiture chère, plus on touche des honoraires, on est partenaire de la vente. Et puis l'avantage pour le vendeur, c'est qu'il en aura 20 à 30% de plus en moyenne qu'une reprise en concession. Donc financièrement, c'est très intéressant pour lui. On redonne du pouvoir d'achat aux Français, tu vois, d'actualité. Attends, donc tu dis, il y a une différence. Par exemple, moi, je veux 15 000 € de ma voiture. Ouais. J'arrive et je dis, bon, moi, je veux la vendre 15 000. Tu vas regarder si tu peux la vendre, je te dis n'importe quoi, à 16 500. Voilà. Si tu peux avoir une marge. Oui, exactement. Et du coup, qui décide du prix que le vendeur va gagner? Tu dis parfois au mec, attends, vous êtes fou, vous en voulez 20, elle vaut 15. C'est un client, on dit pas fou. Mais en tout cas, pédagogiquement, on lui explique qu'il serait mieux de la mettre à ce prix-là, bien sûr. D'accord. Et pour l'acheteur, c'est quoi l'avantage concrètement? C'est que c'est contrôlé? Alors, ce sont des véhicules effectivement inspectés, contrôlés. Sur lesquels on met des garanties jusqu'à 5 ans. Donc 5 ans de garantie mécanique, c'est mieux que la plupart des constructeurs sur le neuf. Et puis, avec un prix de vente un petit peu moins cher que chez un concessionnaire. Voilà, cerise sur le gâteau. Et juste avant j'ai bossé sur l'émission, j'ai découvert des trucs autorisés ou interdits, assez hallucinants. Mais juste, est-ce qu'il y a des garanties quand on achète? Est-ce que les voitures sont garanties chez toi, chez Ouigo? Oui, alors elles sont garanties jusqu'à 5 ans, donc ça c'est rassurant pour l'acheteur. Et on est la seule enseigne aussi à avoir un label fiable ou remboursé. C'est-à-dire quoi, fiable ou remboursé? Si t'as une merde, c'est une galère avec la pendant 6 mois. 6 mois, c'est long. Hein, voilà. Ouais, c'est long. Donc voilà. Je vais te parler de choses, et tu vas me dire si c'est autorisé ou interdit d'après toi. Oula. Vous allez voir, franchement, c'est assez étonnant. Okay. Moi, j'ai découvert des trucs. Est-ce qu'on peut conduire avec des écouteurs en France? Quand je dis conduire, ça peut être voiture ou moto, hein, on se comprend. Je pense pas. C'est effectivement interdit. Est-ce qu'on peut conduire pieds nus? Je pense pas. Eh ben, c'est autorisé. Je croyais que c'était interdit en tongs. Okay. Je croyais que c'était interdit de conduire pieds nus aussi. Okay. À chaque fois, on se dit, attends, t'es en tongs, remettez. Attends, tu peux pas rentrer de la plage, t'es en tongs. Eh ben, c'est complètement autorisé de conduire pieds nus. C'est pas interdit, en tout cas, par le code de la route, quoi. C'est pas conseillé. C'est pas pareil, mais c'est en tout cas autorisé. Avoir une plaque d'immatriculation noire, comme les voitures d'avant, est-ce que ça, on peut le faire encore aujourd'hui, si on veut une plaque d'immatriculation noire? Je devrais le savoir, mais je dirais non. Non, c'est interdit. Ouf. C'est autorisé sur les voitures immatriculées de l'époque, en fait, les voitures de collection avant 93, pour garder les plaques d'origine, sinon ça irait pas dessus, ils ont autorisé. Logique. Est-ce qu'on peut, ça j'ai appris aussi, est-ce qu'on peut manger ou boire en conduisant une voiture? Est-ce qu'on a le droit? Je ne crois pas, parce que ça te distrait du volant, il me semble. Eh ben, c'est autorisé. Ah bon? Ouais, j'étais certain que c'était interdit. Il n'y a aucun texte du code de la route qui interdit ni de boire ni de manger quand vous êtes au volant, y compris de se maquiller.
Pour les filles, si vous voulez vous maquiller, vous avez le droit de le faire au volant. Donc si tu arrives au feu rouge et qu'il y a quelqu'un qui est en train de se maquiller, une fille qui se maquille au feu rouge, et ben en fait, tu sais, on avait toujours le doute quand t'as les policiers qui arrêtent, tu dis merde, t'arrêtes de te maquiller, mais tu peux le faire. Voilà. Okay. Est-ce qu'on peut conduire torse nu? Je dirais non. De conduire torse nu? Non, par rapport à la pudeur. Eh ben c'est autorisé. Vous avez le droit de conduire en voiture torse nu. Allons-y tous alors. C'est fortement déconseillé parce que la ceinture pourrait vous brûler, vous faire encore plus mal sur le frottement s'il y a un accident. Compris. Mais c'est autorisé, il n'y a pas d'interdiction dans le code de la route. C'est fou quand même. Ouais, c'est fou. Est-ce qu'on a le droit de faire tourner son moteur à l'arrêt pour chauffer sa voiture en hiver? Je dirais oui. Eh ben c'est interdit. Ah, j'ai vraiment tout faux. C'est interdit. Si la police arrive et que vous êtes à 0 km/h avec le moteur allumé, ils peuvent vous verbaliser pour la pollution, etc. Machin. Ok. C'est dingue, hein? Ouais, c'est vraiment. Ouais. C'est pour éviter que les mecs laissent tourner pendant 3 heures les moteurs. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas que c'était interdit non plus. Je pense qu'on apprend des trucs. J'ai bien fait de venir. J'apprends plein de choses. Est-ce qu'on peut conduire sans ceinture de sécurité en France? Non. Eh ben, sur certaines voitures, notamment les 2 chevaux, ah mais oui. Vous avez le droit, si les voitures n'avaient pas de ceinture de sécurité à l'époque, il y a des voitures qui sont autorisées sans ceinture encore en France aujourd'hui. Il y avait un piège. Les voitures avant 1955, voilà, n'avaient pas de ceinture de sécurité. Vous pouvez conduire sans ceinture. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est fou. Est-ce qu'on a le droit d'avoir, comme dans le film, je ne sais pas si vous vous rappelez Fast and Furious, je vous mets une photo là, des néons sur votre voiture? On en voit dans d'autres pays, beaucoup. On en a vu quelques-uns en France, c'est un peu passé de mode, etc. Mais est-ce que c'est autorisé ou pas? Je dirais non. Question de goût, hein, personnel. Je dirais non. Je dirais non. Eh ben, c'est autorisé seulement s'il n'y a pas de lumière directe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les néons. Tu peux voir les reflets, mais tu n'as pas le droit de voir la barre de néon directement, en gros. C'est pas la même chose. Pas sûr d'en installer pour autant sur la mienne. Hein. Attention, 2 derniers trucs, c'est assez drôle. Mettre un pied sur le tableau de bord quand vous êtes passager, est-ce que c'est autorisé de mettre les pieds sur le tableau de bord? Alors, je déteste que quelqu'un fasse ça, donc je dirais non. C'est autorisé, sauf que s'il y a l'airbag qui se déclenche, ou si c'est en cas d'accident, ça peut vous casser le bassin, etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Et ça fait plusieurs fois que j'en entends parler. Ouais. Mettre les pieds sur le tableau de bord, que je fais absolument très souvent quand je ne conduis pas, ce qui est assez rare. Je ne pas dans ma voiture. Non mais quand tu fais des longs trajets, tu te mets, et ben en fait, en vrai, s'il y a un accident, c'est vraiment beaucoup plus dangereux, donc faites gaffe. Et un dernier truc pour savoir si c'est autorisé ou pas, porter des lunettes de soleil pour conduire. Une voiture ou une moto, est-ce que c'est autorisé? J'espère que oui, mais tu vas me dire que non, puisque j'ai tout faux depuis le début. C'est rassurant, hein, quand non, mais en vrai, personne ne sait ce genre de truc-là, mais on s'est amusé à le chercher. C'est autorisé, mais interdit sur des lunettes de classe 4, c'est-à-dire les lunettes de soleil, en fait, un peu foncées. Je comprends. C'est interdit parce que vous voyez moins. C'est un peu comme, tu sais, mettre des fenêtres teintées trop fort devant. Je crois que c'est interdit au-dessus d'un certain pourcentage. Tout à fait. Bien vu. Tu sais pourquoi c'est interdit ou pas? En cas de contrôle police? En cas de contrôle police, pour pas qu'il y ait une arme, arme et qui tire sur un policier que les policiers voient pas. Ouais, ça, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Et même le soir, quand il fait nuit, vous voyez quand même moins bien si quelqu'un vous double et pour tourner, etc. C'est pas la même chose. Yes. On va parler des prix d'occasion, juste pour terminer. C'est assez fou, tu vois. Il y a aujourd'hui des voitures qui valent plus cher d'occasion que neuves. Les voitures qui prennent de la valeur. Comment acheter une voiture où on sait que ça peut prendre de la valeur? Alors là... C'est des voitures souvent qui valent très cher ou des modèles qui sont arrêtés, non? Voitures de collection, voilà, c'est ça. Donc il faut qu'il y ait une marque, une histoire et une particularité, un nombre de modèles limité, par exemple. Ça aide à créer de la valeur, la rareté, en fait. Aujourd'hui, le prix moyen d'une voiture neuve en France, c'est 26 000 €. Le prix d'une voiture d'occasion, c'est 15 000 € en moyenne. Est-ce que des gens achètent Pourquoi on achète une voiture d'occasion? Est-ce que c'est uniquement financier? Ou est-ce que c'est parfois, on veut un modèle plus haut? C'est quoi la raison? Oui, alors c'est principalement financier et de plus en plus par les temps qui courent, on va dire. Après, l'occasion, c'est mon métier, c'est un achat malin. Ça te permet effectivement, pour le même budget qu'une neuve, d'avoir une meilleure voiture. Mais ça, ce n'est que mon point de vue. Est-ce que c'est vrai que les voitures blanches valent moins cher? J'ai regardé les questions sur les voitures d'occasion. Il y a des questions qui arrivent comme ça. Alors, je sais que, par exemple, une voiture rouge coûte plus cher en assurance, parce qu'il y a plus d'accidents. Ouais. Mais le prix d'une voiture blanche, tu me l'apprends. Les prix, c'est vrai, tu achètes une voiture rouge, même peu importe le modèle. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, pas qu'une Ferrari, même une Clio rouge, ça va te coûter plus cher en assurance. Parce que tu es réputé avoir plus d'accidents. Parce que tu es un peu plus énervé? Il paraît. C'est vrai? Le rouge, ouais, c'est vrai, ouais. Ah, si tu prends une couleur un peu flashy, rouge, en tout cas. Ils te prennent un peu pour un fou, les assureurs. Paraît-il, voilà, c'est ça. Ah bon? Ouais. Mais tu dis paraît-il, c'est... Donc... Non, c'est avéré, c'est avéré. C'est incroyable.
Aujourd'hui, vous êtes numéro 1 de la franchise en vente automobile, à chiffre d'affaires 100 millions, 700 personnes qui travaillent dans le réseau, félicitations. Merci. C'est agréable de voir des gens qui réussissent, etc. Vous vendez combien de voitures par an? Parce que 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, alors plus de 30 000 voitures par an. Oui. Putain. Tu l'as dit. Non, mais c'est bien. Donc le système de franchise, si on veut ouvrir une franchise, c'est intéressant d'expliquer le système parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une franchise. Pas forcément chez toi. Qu'est-ce que c'est qu'une franchise et chez toi après pour comprendre? La franchise, c'est un système de réseau qui permet de lancer quelqu'un dans l'entrepreneuriat en diminuant ses risques parce qu'on lui apporte accompagnement, savoir-faire et notoriété. Donc on l'aide à se lancer pour créer sa boîte. Au lieu de monter son point de vente auto à Bordeaux, il va s'appeler Ewigo aussi. C'est ça. Et tu vas lui donner la charte graphique, le machin. C'est ça. Et la formation sur le métier, l'accompagnement ensuite, toutes les conditions pour réussir. C'est qui couvre des franchises chez toi, par exemple? C'est quel profil? Si jamais un jour ça vous intéresse, c'est intéressant. 80%, c'est des anciens salariés en reconversion qui veulent se lancer et qui viennent pas forcément de l'automobile d'ailleurs. Tu as déjà dû mettre une fin de contrat avec un franchisé? Ça arrive parfois de devoir arrêter des gens qui font n'importe quoi avec ta marque? Alors, rarement, mais c'est arrivé une fois en 10 ans, oui. Quelqu'un qui faisait vraiment n'importe quoi dans son coin, a respecté ni le concept, ni ses clients, quoi. Donc, on a mis fin à son contrat. Il y a quelqu'un un jour qui arrive devant chez toi pour te menacer. Est-ce que tu peux raconter ça? Plusieurs, oui. Plusieurs personnes, des gros bras, là, qui arrivent pour me réclamer de l'argent, parce qu'un des franchisés qui s'était lancé chez nous, avait visiblement emprunté l'argent nécessaire pour se lancer à des gens peu recommandables qui venaient à mon portail réclamer leur argent. Ah waouh. Ouais, quand même, ouais. T'as fait quoi? Chaud. Je suis pas du genre à me laisser intimider, donc je leur ai expliqué que le créancier, c'était pas moi, c'était l'autre personne. Et donc, ensuite, j'ai convoqué la personne en question pour qu'il règle ses affaires, ce qui a été fait. Ce qui a été fait? Créancier. Ouais. Un jour, il y a Julien Courbet, qui est l'animateur télé sur M6 et qui bossait dans des émissions d'arnaque sur d'autres chaînes depuis longtemps. Oui. Un jour, il va t'appeler. Ouais. Pourquoi? C'est ça, il appelle le siège du réseau, donc mon assistante arrive toute tremblante, quoi, en disant « Oh là là, il faut vraiment prendre l'appel ». Et c'était une histoire de voiture volée, au sein du réseau. Ouais. Donc un client l'avait appelé pour faire valoir ses droits. Donc il y a eu un appel, 2 appels. Parce que vous avez revendu une voiture volée sans le savoir? Ouais, c'est ça. Malgré nos contrôles, sur 30 000 voitures à l'année, fois 10 ans, c'est arrivé là. Et une fois? Ah ouais. Ouais, c'est arrivé cette fois-là. Et écoute, 2 appels très stressants, hein, forcément. T'es à l'antenne RTL. Ah, c'est en direct? Ah ouais, c'est en direct. Ah ouais? Eh oui, ils te préviennent pas. Ouais. Allô, c'est Julien Courbet. Oui, vous êtes en direct sur RTL devant des millions de Français. Ah putain, waouh. Voilà, c'est ça. Ouais, non, ils te prennent à froid. Et bon, le lendemain, 2e appel pour trouver une solution. J'ai beaucoup discuté de ça avec mes équipes. Je m'entoure beaucoup de gens de confiance, compétences. On a trouvé la bonne solution. Et puis Julien Courbet a réaffirmé l'intérêt à la fin de passer par une enseigne comme nous, qui pouvait justement, dans ces cas-là, faire ce qu'il fallait pour les clients lésés. Et c'était quoi le problème? Vous avez démantelé un réseau? Vous avez fait quoi? Alors ça, c'est une autre histoire, effectivement, des années après, où dans mes points de vente, on trouvait certaines transactions suspicieuses, dans les contrôles qu'on fait, avant les mises en vente. Donc on a prévenu la gendarmerie, et il s'est avéré que c'était un réseau mafieux, effectivement, qui était organisé avec des complices pour faire les cartes grises très officielles, donc très très compliqué à déceler, à démanteler. Et là, on a vécu vraiment comme dans une série américaine, tu sais. T'avais des policiers déguisés dans la rue, en faux peintre, dans l'abribus, un faux client dans le point de vente, pour prendre les gens en flag, tu vois, et permettre de démanteler ce réseau. Fort. Et ils ont réussi? Ils ont réussi, ouais. Et toi, t'étais là, tu faisais semblant de vendre? Ouais, c'est ça, exactement, avec le franchisé en question, tout à fait. T'as pas eu peur, non? C'est forcément stressant. Là, c'est pas une série, c'est la vraie vie. Voilà. Mais bon, on a fait le job. Est-ce que tu auras un conseil, pour tous ceux qui nous regardent, si jamais on doit vendre sa voiture, comment savoir que c'est pas une bagnole, si on veut acheter une voiture, comment savoir que c'est pas une voiture volée? Oui, tu as plusieurs sites pour ça, notamment du gouvernement. Ils ont mis en place un site pour, premièrement, avoir un certificat de situation administrative, l'ancien certificat de non-gage. Donc ça, c'est gratuit, il faut vraiment aller le voir. Un deuxième site qui s'appelle Histovec, pareil, du gouvernement, c'est gratuit. Historique véhicule, j'imagine. Ouais, en fait, voilà, c'est ça, en français dans le texte, bravo. Donc ça, c'est important. Si tu veux aller plus loin, tu as un site privé, donc payant, mais qui est beaucoup plus complet, c'est Car Vertical, où là, tu as beaucoup d'informations sur l'historique du véhicule. C'est important. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 choses à faire, 3 points à regarder quand tu veux acheter une voiture? Premièrement, très important, tout l'historique. Donc, il faut vraiment éplucher les factures. Factures d'entretien,
facture du contrôle technique si le véhicule a plus de 4 ans, etc. Ça, c'est très, très important pour voir les cohérences, incohérences, etc. C'est un travail de fourmi, mais il faut le faire. Deuxième point, c'est, je dirais, faire le tour du véhicule, voir l'état général, si les alignements de carrosserie sont corrects, etc. Comment tu peux voir ça ? Ah bah, c'est un vrai métier, c'est notre métier au quotidien. Mais si tu t'enquiquines à faire ça entre particuliers, il faut vraiment aller là pour voir des accidents qui n'auraient pas été déclarés, en fait. Donc sur des alignements de carrosserie, sur l'usure des pneus, sur des compartiments moteurs qui seraient trop sales, etc. C'est des indices, en fait, un faisceau d'indices. Et puis l'incontournable en 3, essai-route. Il faut faire un essai-route. Donc pour voir s'il n'y a pas des bruits suspects, il faut aller sur des différents types de routes. Aller un petit peu vite aussi en respectant les limitations de vitesse, voir si la voiture ne tire pas d'un côté ou de l'autre, si les freins fonctionnent bien. Bon, voilà. Après, c'est compliqué, une vente entre particuliers. J'aimerais qu'on parle 2 secondes des voitures de président dans le monde entier. C'est assez étonnant. J'ai regardé des reportages, je me suis un peu renseigné, j'ai écouté plein d'émissions pour voir un peu la différence, tu vois, entre chaque pays. Tu connais un petit peu, tu as regardé déjà, par exemple, la voiture américaine. Là, on vous l'affiche à l'image. On l'appelle The Beast. C'est une Cadillac qui a été refaite en mode limousine. Est-ce que tu as déjà regardé ce qu'il y avait dedans ? Non, pas du tout. Je vais m'apprendre ça, là. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a carrément une sorte de frigo à l'arrière, entre Donald Trump aujourd'hui et sa femme. Il y a des pochons de sang de chaque membre de leur famille. Dingue. Pour faire une transfusion en direct. Si jamais il est touché, par exemple, il peut rentrer dans sa voiture, s'enfermer avec les médecins, ils peuvent lui faire une transfusion avec son propre sang. C'est fou. Qui attend dans un truc, dans un système, etc. C'est fou. C'est pas le même frigo que James Bond, dans ses Aston Martin. Il a... Alors, figure-toi, il a quand même des trucs pas mal. Bon, il a un fusil à pompe à dispo. Il a quand même des armes. Voilà. Et après... Pour le coup, il y a eu plusieurs attentats contre lui, donc c'est pas vraiment que du décor. Bien sûr, bien quand sûr. même pas du tout. Bon, il y a lance-grenades, lance-fumée, etc. Machin. Ils ont des trucs assez... un char d'assaut, quoi. Non, mais c'est énorme. Au-delà qu'il soit complètement, le blindage soit complet autour de la voiture, on peut pas ouvrir les fenêtres de cette voiture-là, parce que les fenêtres font 20 cm d'épaisseur. C'est énorme, c'est vraiment pour les roquettes. Il y a juste le conducteur qui peut ouvrir de 7 cm, donc pour passer une arme devant. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est la seule voiture au monde qui a une particularité, la The Beast, là, c'est qu'il y a des caméras autour infrarouges. Ils peuvent conduire, ça c'est fou, j'aimerais bien le voir un jour dans ma vie, ils peuvent conduire les feux éteints. S'il y a une course-poursuite, par exemple, ils peuvent partir dans le noir total, dans un champ, dans une forêt. C'est dingue. Et le pare-brise se met en mode nocturne et il voit comme si c'était en plein jour. Ouais, c'est fou. T'as même pas besoin de mettre une lunette de vision nocturne. Dans la voiture, il fait jour, alors qu'il fait nuit dehors. C'est incroyable. On aura ça dans 30 ou 50 ans dans nos voitures. Peut-être qu'un jour, effectivement, c'est exactement ça. C'est l'armée qui invente la technologie. C'est vrai. Ou la compétition, c'est ça, exact. Bon, la voiture, je vous montre pour la voiture de la reine d'Angleterre à l'époque. C'était la Bentley State Limousine. Ils ont fait que 2 modèles. V8 de 400 chevaux, pareil, un blindé, pneus résistants aux crevaisons. Bon, ça, c'est comme sur la voiture américaine. Ils peuvent rouler les pneus crevés ou pas crevés. Elle a aussi, comme dans le président américain d'ailleurs, une bonbonne d'oxygène qui permet de parer une attaque chimique et d'être en cercle fermé en fait dans la voiture pendant plusieurs heures. On ne sait pas combien de temps exactement. Pareil sur la voiture américaine. Un peu anxiogène tout ça quand même. C'est un peu anxiogène, mais je trouve ça c'est un peu James Bond, quoi. Clairement. Est-ce que tu as déjà vendu une voiture originale ? Est-ce qu'un jour, dans un des réseaux, il y a quelqu'un qui est venu avec une voiture un peu étonnante ? Alors nous, on a une charte de qualité, donc on garde des voitures vraiment catalogue, si tu veux, dans les options, les équipements. Des supercars, oui, on en a vendu, mais notre quotidien, non, c'est des voitures vraiment de monsieur et madame tout le monde. Oui. Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont modifié leur voiture et qui arrivent, je te parle pas de tuning, je te parle de mec à rajouter justement une vide blindée devant lui-même, des trucs comme ça. Mais justement, question d'assurance et de garantie mécanique, ce genre de véhicule-là ne correspond pas à notre charte de qualité. S'ils sont modifiés. C'est ça, exactement. La Russie, voiture officielle de Vladimir Poutine, 598 chevaux, motorisation hybride, développée avec Porsche d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il était écologique. Et pèse 6 tonnes la voiture. Et alors celle-là, c'est celle qui a le plus gros blindage, qui peut résister à des missiles. C'est une épaisseur... Vraiment missile, 2 fois missile, quoi. Alors, les Français, pour parler de la voiture du président, c'est une DS7 Crossback, plutôt classique finalement. Mais très, très élégante, à la française. 300 chevaux, peut rouler en mode 100% électrique. Il y a un blindage et la particularité de celle-là, c'est qu'elle a un toit ouvrant pour que le président puisse se mettre debout et saluer la foule. Mais on n'est pas au courant ni de lance-grenade, ni d'autre chose.
Et pour terminer, le Cybertruck, voilà, je vous Ah. le mets à l'image, de Ramzan Kadyrov, dirigeant de la Tchétchénie, Ok. qui a monté une mitrailleuse dessus, il s'était pris en photo avec. En 2024, il va faire des photos où il installe une mitrailleuse sur le Cybertruck de Tesla, qui venait de sortir, mais même pas disponible encore en Europe d'ailleurs, un C'est ça. Cybertruck. Et en fait, comme Elon Musk l'a vu, il l'a désactivé à distance la voiture, il l'a fait griller le moteur et ils peuvent plus rouler avec. Voilà. Excellent. Bah, Super anecdote. J'adore. on reconnaît Elon Musk. Oui, j'adore. J'adore. Désactivez-moi ça. Oui, parce qu'en fait, c'est un système à distance. Mais oui, Tesla. c'est fou. C'est fou. Les voitures connectées, on peut les désactiver, en C'est fait. ça. En Et vrai. même augmenter leur performance à distance. Enfin, c'est complètement fou. Toi, tu as déjà eu des bah, je sais pas toi qui les vois, en fait, au final, mais des clients un peu bizarres, justement, un peu mafieux, qui arrivent avec des voitures. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé avec des voitures avec de la drogue dedans ? Et je t'ai donné l'exemple. J'ai rencontré déjà quelqu'un dans ma vie qui a acheté une voiture aux enchères. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai acheté 2000 € une Ford Escort à l'époque aux enchères, voilà. Et tu sais pas combien de kilomètres il y a. Quand tu achètes aux enchères, parfois, tu n'as pas toutes les infos. Tu lèves la main pour l'acheter, puis après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 5 chiffres dans les compteurs américains de Ford. Et en fait, il avait sûrement fait plusieurs fois le tour. Et en fait, je connais quelqu'un qui a acheté une voiture, c'est véridique, je pense que c'est même dans les journaux encore, en ligne. Il a acheté une voiture et le lendemain, il a nettoyé avec son papa. Ok. Il a commencé à démonter les enceintes à l'arrière. Il y avait des enceintes sur la tablette arrière à l'époque et tout. Et ils ont trouvé, je crois, 600 kilos de drogue. Et en fait, c'était une saisie de la douane, ils avaient oublié de la fouiller. Et du coup, ils se sont rendus compte et ils ne savaient pas quoi faire. Et en fait, il nous avait appelé à l'époque où on faisait de la radio en disant Guillaume, il tremblait, il avait la voix tremblante, il dit qu'est-ce que je fais ? Je dis déjà, donne pas ton adresse parce qu'il y a des gens qui seraient très contents d'avoir 100 kilos de drogue, qui seraient capables de venir chez toi tout de suite. Et en fait, la police l'a entendu en direct. Ils sont venus à 6h du matin chez lui. Et oui. Et il a dit ok, j'y vais demain matin. Je dis je serai toi, j'irai quand même maintenant. C'est ça. Maintenant que tu dis. Et en fait, à 6h, il y a une descente de police avec les chiens dans son lit, mais ils n'ont pas été méchants, ils ont juste cherché. Oui, bien sûr. Et en fait, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a donné 1 kilo de drogue à son cousin, qui est consommateur. Donc du coup, ils sont allés chez son cousin chercher le kilo après. Et c'est une histoire vraie qui est en ligne, etc. Quoi, voilà. Ouais. Mais bon, c'était un gentil garçon. Il avait juste... c'est son cousin fumé. Il a dit, bah tiens, prends un pochon, je donnerai le reste à la police. Voilà, sauf qu'il l'a dit à l'antenne. Voilà. Voilà. Donc ils s'étaient fait avoir. Yes. Et dernière voiture pour la petite anecdote, la voiture la Papa Mobile, hein, qui a été faite par Mercedes, voilà, qui a offert d'ailleurs au pape François. Donc elle est entièrement électrique, c'est sur un classe G, c'est sur un modèle classe G. C'est fait pour aller tout doucement, hein, c'est pas fait pour rouler vite, le pape à l'arrière. Et donc il y a une cabine décapotable aussi. Maintenant ils ont rajouté une vitre par balle devant, malheureusement. L'intérieur fabriqué à la main, voilà, il y a un siège pivotant et ils ont aménagé ça pour le confort du pape. Mais c'est intéressant de savoir un peu les évolutions. Ça sera quoi tes prochaines évolutions sur Ewigo? Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de chez Ewigo si on a envie d'aller vendre sa voiture ou d'acheter d'ailleurs? Oui, multiplie toujours des nouveaux services, des nouvelles activités. Comme tu le disais, j'ai développé du vitrage, du financement, des garanties mécaniques, etc. Augmenter notre maillage national. Et puis aller voir à l'international prochainement, oui, bien sûr. T'aimerais ouvrir des franchises dans d'autres pays? Oui, j'en ai l'envie, oui, sûr. En Europe ou encore plus loin? On va commencer par l'Europe. Après, les États-Unis me tentent beaucoup dans l'esprit, tu sais, anglo-saxon du business. J'ai envie d'aller tester ça un jour. C'est pour ça que tu l'as appelé Ewigo, un truc qui passe... Entre autres. C'est ça. Ouais, entre autres. Ouais. T'as prévu le truc d'après? C'est ça, le coup d'après, bien sûr. Parce que si tu prends un nom français, après, ça peut ne pas marcher si tu veux internationaliser. C'est plus compliqué, une boîte. sauf si tu as de la boulangerie ou ce genre de choses. C'était le cas, par exemple, je crois, de vente privée. Ok. Ils se sont appelés après VP. VP. Et oui, bravo. Parce que Malin. vente privée, sur l'international, c'est tellement devenu énorme, cette boîte. ça. Et voilà, c'est cool, c'est français. On va souhaiter le même succès. C'est bien. Et on te souhaite le succès. C'est gentil. Qu'est-ce que tu penses, juste pour terminer, je voulais avoir ton avis là-dessus, des voitures électriques. Est-ce que vous avez des voitures électriques chez Ewigo? Est-ce que vous en vendez? Est-ce que vous en achetez? Est-ce qu'on peut en trouver, ceux qui ont envie d'en avoir? Oui, c'est à peu près 10% de nos ventes aujourd'hui. À titre personnel, je ne suis pas client. Maintenant, c'est un mouvement de fond qui est lancé. On verra ce que ça donne dans les prochaines années. Bon, je ne suis pas certain que ça devienne la norme. Toi, tu n'y crois pas trop. C'est marrant. J'y crois moyennement. Je crois plus à une mixité, en fait. Voilà. Ils disent qu'en 2035, ils vont arrêter de vendre des voitures à essence. On n'a plus le droit d'acheter des voitures, ce qu'ils appellent thermiques. Ils disent. Donc, c'est voiture le bon électrique. terme. Ouais, c'est ça. Non, mais après, tu sais qu'un gouvernement peut annuler une loi On l'a bien vu avec Trump récemment. Et on peut faire des lois et les annuler. C'est un papier. Hein. C'est comme un contrat, finalement. Oui, clairement. Toi, tu ne crois pas à ça? Je ne crois pas autant à ça. Voilà, je crois plus à une mixité sur différents carburants autres. Aujourd'hui, tu as des associés ou tu es toujours tout seul à la tête de Ewigo?
Alors aujourd'hui, j'ai 2 associés, ma directrice et un nouveau directeur en charge de l'image, mais j'ai 90% des parts aujourd'hui. Ouais. Pour tous ceux qui sont en hésitation de se lancer dans un business, comment est-ce que tu peux savoir que ça va marcher? Comment est-ce que tu sais que ça va marcher? Ah bah, une seule réponse claire. Il y a un marché, si l'idée est bonne... Comment savoir que c'est une bonne idée? Ouais. Voilà, c'est l'idée est bonne s'il y a un besoin client. Point. C'est que ça. On a parlé de voiture toute l'émission pour terminer. Je t'ai pas demandé, t'as quoi comme voiture, toi? Écoute, j'en ai 5 sur mon parking. J'ai une Mustang orange et noire aux couleurs de ma boîte, ça c'est fun. J'ai une vieille ou une... Non, une récente, cabriolet. J'ai une Maserati, un modèle un peu spécifique, il n'y a que 500 exemplaires dans le monde. Donc tu parlais de collection tout à l'heure, c'est dans cet univers-là. Et puis j'ai 3 voitures sans permis pour mes filles. Voilà. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc 5 voitures. Lesquelles? Les Citroën, là Ouais, entre autres, ouais. Ça, effectivement. Et puis une marque française, Ligier. Et puis, voilà, 5 voitures. Parce que tu as bien compris que la moto, pour moi, c'était plutôt terminé. Et la voiture, tu peux conduire normalement ou tu dois adapter les commandes? Boîte automatique, parce que c'est plus confortable, mais pas d'adaptation. Ouais, tu peux conduire et appuyer sur la... Mais je t'inviterai pas pour autant, parce que tu mets tes pieds sur le tableau de bord. Je me mets en chaussettes, j'enlève les pompes quand même. Ça va. Je vais vous mettre les liens si vous voulez aller voir Ewigo, donc ça s'écrit E-W-I-G-O. Je vous mets le lien du site internet, ça vous intéresse d'aller vendre, d'aller acheter. C'est des problèmes de pare-brise aussi avec Ewiglass. Merci. Je vous mets tous les liens. Et si vous nous écoutez en podcast audio, merci d'être là, vraiment de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que vous êtes nombreux à arriver chaque mois sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. On est les premiers podcasts de France sur les gens. Donc je vous mets dans la description, si vous nous écoutez là-bas, sur les 3 plateformes. Je vous mettrai à chaque fois le lien pour aller voir Ewigo. Et voilà. Et Florent Barboteau, qui était notre invité aujourd'hui. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci Guillaume. C'est un plaisir de t'avoir et partager, t'entendre et puis de parler de voiture. Tu sais quoi, je me suis rendu compte en préparant l'émission que sur 320 émissions qu'on a tournées, je crois à peu près depuis le lancement de Légende en moins de 2 ans, on n'avait jamais parlé de voiture. Alors que c'est le 2e budget des Français, après le logement, tu vois. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à liker la vidéo, les gars, sur YouTube, ça nous aide vraiment beaucoup. Si vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça, vous serez au courant de la prochaine sortie. Et merci d'être là. Voilà, vous êtes entre 100 et 150 000 à vous abonner chaque mois de plus sur YouTube, donc merci beaucoup. On est sur Instagram aussi, on est dispo sur Snapchat, on vous met les vidéos aussi sur la chaîne à chaque fois. Et voilà, sur TikTok aussi, on vous met toutes les vidéos partout. Merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir préparé toute cette émission. On se retrouve très vite. Et merci Florent d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi. Pour Ewigo. Bye bye tout le monde. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.